Bonjour à toutes et à tous d'être venus. Nous allons discuter pendant une petite demi-heure hyper personnalisation du client et de la communication client. Business et décision en quelques mots. On existe depuis 1992, donc la data c'est vraiment notre ADN depuis la création. On est 2800 en France, très présent à Nantes, 300 collaborateurs dans l'Ouest. On appartient au groupe Orange depuis l'année dernière. Donc voilà, pour Business et Décision. Je vais vous demander d'accueillir Jérémy, de l'applaudir. Il nous vient de Saint-Malo, il est directeur du projet du groupe Beaumanoir. Merci Sébastien. C'est lui qui tenait à cette entrée. Moi, je n'étais pas pour. Mais... Petit souci technique de présentation. Beaumanoir, peut-être rapidement. Exactement. Du coup, le groupe Beaumanoir qui est implanté à Saint-Malo, qui existe depuis 25 ans. 4 marques sur 5 enseignes, Cache-Cache, Bonobo, Bréal et Morgan, avec l'enseigne de distribution Vibes. C'est environ 1 milliard de chiffre d'affaires, 11 000 collaborateurs dans le monde, 1500 magasins en France et à peu près 2500 dans le monde. On a aussi des domaines d'expertise avec une filiale de Celog qui est une filiale de distribution. On a la moitié du chiffre Celog est faite avec des clients externes. On a aussi une filiale spécialisée dans la création de contenu avec des studios photos, la Creative Factory. Et puis on a aussi depuis 4-5 ans un domaine d'expertise sur la data et CRM avec un pôle connaissance client qui est assez dynamique. Merci. Donc on parle... Ils sont dans la salle, hein, c'est bon. On parle beaucoup dans le domaine du retail de révolution digitale, puisque ça change les comportements clients et également les comportements des commerçants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'adaptation du groupe par rapport à cette transformation? Alors, historiquement, le groupe, c'est du coup un réseau magasin très, très fort. Du coup, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait quand même un transfert du chiffre sur le digital. Et en fait, on a réussi à avoir toutes ces informations, parce qu'on a un taux de rattachement ticket qui est très important. Plus de 85% des tickets sont rattachés à un client. Plus de 80% des clients, on a un point de contact du client, que ce soit SMS ou email. Donc en fait, on a une base de données très riche d'informations clients. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on accélère utiliser ces données clients sur lesquelles on avait beaucoup d'informations. Et donc petit à petit, effectivement, on cherche donc c'est comme un peu tout le monde du retail, à faire ce qu'on appelle l'expérience sans couture, l'omnicanalité, qu'un achat sur le web, en magasin, on puisse avoir l'information que l'achat a été effectué il y a 3-4 jours. Donc en fait, c'est toute cette base de connaissances qu'on avait, qu'on commençait déjà à exploiter et qu'on a voulu accélérer dans le cadre du projet donc Big Data, en mettant en place un Big Data pour exploiter au mieux ces données. Avec une culture multimarque. Oui, tout à fait. Du coup, les magasins monomarques, donc les marques qui sont ici, avec aussi l'enseigne qui a été créée il y a... Alors, le concept de multi-store a été créé il y a 5-6 ans. L'enseigne Vibes a été créée il y a 2 ans. Et on vient effectivement dans un même espace de vente faire de la marque et de la vente sur ces trois marques. Donc effectivement, on a rapidement eu intérêt à bien connaître nos clients, identifier quelles étaient les marques qui étaient complémentaires. On a aussi maintenant dans le Vibes des marques invitées, donc c'est-à-dire la possibilité d'intégrer des marques qui ne sont pas celles du groupe pour vendre. Donc effectivement, on a plein de points de contact, différents canaux de distribution. Et effectivement, on a vraiment la nécessité avec toute cette richesse de données, de l'exploiter au mieux. Vous êtes avant tout un groupe de commerçants, comme tu disais, vous avez des milliers de magasins. Comment vos magasins traditionnels s'adaptent également à cette transformation digitale? Alors, nous, on fait à peu près 4% du chiffre d'affaires drivé par le e-commerce. On a l'ambition d'atteindre plutôt les 10%. Après, on n'est qu'à 4% puisqu'on a quand même un réseau magasin très fort. Alors forcément, le premier réflexe des magasins physiques, ça a été un frein un petit peu sur les ventes e-commerce, puisque c'était des ventes qui n'étaient pas faites au travers de leur réseau. Mais en fait, assez rapidement, en fait, dans la stratégie et dans la démarche Beaumanoir, c'était de se dire que c'était vraiment un outil complémentaire au magasin. Alors, ce qu'il faut savoir aussi dans le réseau Beaumanoir, c'est qu'on a un peu plus de la moitié de nos magasins qui sont gérés par des partenaires, des affiliés. Et donc, le réseau est fort grâce à ces affiliés. Donc, on a besoin effectivement de travailler avec eux et de leur montrer que le chiffre d'affaires qui est fait sur le e-commerce, c'est un outil supplémentaire. Donc, en fait, toutes les ventes qui sont faites via le web à un client qui est connu comme étant rattaché à un point de vente physique, on fait de la rétribution de chiffre d'affaires sur les ventes qu'a fait le client sur le site e-commerce.
On offre la possibilité en magasin aussi de faire de l'extension de gamme, donc c'est de la vente additionnelle sur du stock qui n'est pas physiquement dans le magasin. Donc en fait, il y a plein d'outils et maintenant, ils le voient vraiment comme un outil supplémentaire et pas comme un concurrent qui va venir cannibaliser le chiffre d'affaires. Traditionnellement, le retail il est très orienté produit. Avec l'omnicanal, vous orientez plus client maintenant? En fait, historiquement, c'est un peu la même démarche. Beaumanoir a toujours été client-centrique. Toute l'analyse, elle a toujours été faite en partant du client. Alors effectivement, côté merch, création des produits, ils ont effectivement des analyses produits. Mais la grosse richesse, elle est essentiellement sur l'analyse de la donnée client. Et toute l'analyse qu'on va faire chez Beaumanoir, elle est au travers du client. Donc on a beaucoup d'informations sur le client. Et même l'analyse qu'on est en train de faire sur le produit, elle part du client. Donc quels sont les produits les plus recrutants, quels sont les produits les plus rajeunissants. Donc en fait, tout est orienté client. On va maintenant parler du projet, le projet que vous aviez appelé Big Data Client. Donc qu'est-ce qui a motivé chez vous en interne le lancement de ce projet, le point de départ? Donc comme je disais, c'était la multiplicité des données qu'on avait déjà et on avait des outils sur lesquels on avait atteint les limites de l'outil techniquement. Donc on avait cette volonté d'accélérer. On a la notion aussi de temps réel au fil de l'eau qui était très important pour nous, pour toute la partie gestion de marketing. En fait, on veut se mettre au plus près quand on fait des ciblages marketing de l'information du client. C'est-à-dire que s'il a acheté la veille, on veut avoir l'information pour que s'il y a un ciblage qui doit être adressé, on l'exclut de nos ciblages. Historiquement, enfin, du moins sur les outils qu'on avait avant, on était en promesse commerciale à J+2, mais on était des fois un peu plus J+4, J+5. Ça veut dire que le mardi, on n'avait pas les achats du tout le week-end et potentiellement on pouvait cibler des clientes qui avaient acheté et du coup ça génère de la frustration, c'est ce qu'on voulait éviter. Donc il y avait cette besoin de fil de l'eau, temps réel, rapidité, puis aussi la multiplicité des données, hein, l'open data. Enfin, l'idée c'était de se dire voilà, vélocité, et puis aussi la multiplicité des données, donc on était limité avec ce qu'on avait avant. Donc aujourd'hui, une cliente qui achète un jean à Bonobo à 17h ne recevra pas une promotion pour le même jean le lendemain matin à 9h. Non, par contre, elle pourra recevoir une communication en disant qu'il y a un pull qu'elle a regardé il y a quelques jours sur le site e-commerce qui pourrait être tout à fait complémentaire avec l'achat qu'elle a effectué hier. Le projet, techniquement, si on en dit quelques mots au niveau des outils qui ont été mis en place, c'est un entrepôt Big Data Cloudera qui est alimenté par un référentiel client unique, un MDM client, un MDM magasin, un MDM produit. Derrière, il y a 500 traitements ordonnancés Talent, donc c'est un gros projet. Ça alimente également de l'Adobe pour vos campagnes marketing, mais également du Power BI pour toute l'analyse BI, de l'analyse de données type data science faite avec DataIQ. Mais ce n'est pas que du big data, c'est vraiment des données structurées et intelligentes. Alors, la grosse différence, effectivement, c'est que c'était un big data qui était un big data intégré. Ce n'était pas uniquement un entrepôt de données où on venait collecter de la donnée. Ce big data, nous, on l'utilise pour effectivement alimenter des bases de données qui sont structurées, donc du type Adobe Campaign qui est pour du marketing, le ciblage marketing. Et donc, du coup, ça fait la grosse différence par rapport à un projet big data qui serait effectivement implémenté en 6 mois sur un petit périmètre et qu'on viendrait faire grossir. Là, la grosse difficulté, effectivement, que c'était un big data qui était complètement intégré et avec effectivement une complexité. On ne rentre pas dans le détail, mais qui fait qu'effectivement, ça a mis un petit peu de temps. On était sur je ne sais pas si on en parlera peut-être après, mais sur 18 mois de projet, donc c'était quand même assez long. Oui, 18 mois entre la phase de cadrage et la mise en prod qui a eu lieu en mars. Ouais. Donc là, on a 6 mois de recul sur ce projet. Du point de vue business et décision, un des facteurs clés de ce projet, c'était que le projet était sponsorisé et par la DSI et par les métiers. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté du groupe Beaumanoir, une volonté DSI et métiers d'aller vers ce projet, aller vers du data centric. Donc je pense que c'est ce qui a facilité et la réussite du projet. Si tu devais, toi, retenir d'autres facteurs de réussite en fait, de ce projet. Alors c'est ce que j'ai dit un petit peu en intro, c'est qu'on avait déjà un recul et une expérience sur la partie data, avec une entité direction data SRM qui avait été créée et rattachée directement à la direction générale. Donc en fait, le projet est né de vraiment deux volontés, de deux entités fortes, la direction data et la direction DSI pour la mise en œuvre. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est cet aspect, je pense, de la direction de la data dans l'entité Beaumanoir qui a permis de faire ce projet-là. Sans ça, on ne l'aurait pas fait.
L'autre élément aussi important, je ne me rappelle plus. J'ai oublié en disant ça te reviendra. On peut, je pense, donner quelques informations de volume qui sont traitées quotidiennement. Quand on parlait de 500 traitements par jour, c'est en millions de tickets qui sont analysés, c'est environ 200 qui sont stockés, 200 millions de tickets. C'est, tu le disais tout à l'heure, combien de millions de clients uniques? À peu près 10 millions de clients uniques. Ce qui fait que ça fait quand même beaucoup de données, sachant qu'effectivement, plus de 80%, 85% des tickets sont attachés. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de données à analyser. Toutes les données y sont stockées. Vos partenaires aussi vous donnent des données sur l'analyse sur le parcours web de vos clients. Votre service client est également connecté en fait et peut répondre s'il est sollicité par téléphone ou par mail. C'était aussi un des objectifs, effectivement, c'était d'avoir une vue un peu ce qu'on appelait vision 360, que le service client, quand il reçoit un appel, ait cette vision, le dernier achat, s'il a reçu les ciblages marketing, d'être en mesure de répondre effectivement aux clients assez rapidement. Avant ce projet-là, c'était effectivement, il y avait un outil transactionnel, un outil où on récupérait les plaintes du client. Il fallait ouvrir un autre outil pour la fidélité. Donc là, aussi, une des ambitions fortes du projet, c'était d'offrir cette vision service client pour être très réactif quand on a un client au téléphone. Et ça vous a permis de trouver une corrélation, alors qui peut paraître évidente, mais qu'aujourd'hui vous arrivez à mesurer. Mieux vous connaissez votre client, c'est-à-dire plus on va dire vous avez de points de contact avec votre client, mail, téléphone, et plus son chiffre d'affaires moyen augmente. Effectivement, ces analyses qui ont été faites entre un client pour lequel on a un seul point de contact email et un client qu'on peut contacter sur l'email, le SMS ou le courrier papier, même parce qu'on l'utilise encore, ça fait effectivement des paniers moyens qui sont supérieurs. Plus on a une donnée qualifiée et plus effectivement on arrive à transformer du chiffre avec ce client-là. Donc c'était pour l'hyper-personnalisation qu'on a mis en place ce projet Big Data pour accélérer sur cette connaissance client et surtout pouvoir les cibler le mieux possible. Aujourd'hui, on est 6-7% des campagnes qui sont personnalisées. Donc sur les 500 millions qui partent d'emails, donc 6% sont vraiment personnalisés et l'objectif c'est d'atteindre rapidement 10 et 20. Pourquoi pas l'ambition d'atteindre les 100% pour vraiment être au plus près du besoin du client. Donc, évidemment, quand on parle personnalisation, données clients, on parle également GDPR. Donc, comme tout projet maintenant, le projet Big Data Client, c'est inscrit dans la législation GDPR. Donc, vous gérez anonymisation, consentement, droit à l'oubli. Oui, tout à fait. Donc, oui, tout projet aujourd'hui sur la data et encore plus sur la data client, effectivement, elle est forcément corrélée à ces aspects sécurité et les aspects GDPR. Donc, on a eu une brique spécifique pour suivre dans le cadre du projet ces sujets pour être sûr qu'on était à chaque fois compliance avec ces réglementations GDPR. Les données sont cryptées. Voilà. On va parler maintenant un petit peu des applications concrètes de ce projet, parce que comme on le disait, ce projet il a été mis en production fin février, début mars. Donc on a environ 6 mois de recul sur l'utilisation aujourd'hui que vous en faites et tout ce que ça peut vous apporter. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les applications concrètes du projet qui sont utilisées actuellement par le groupe Beaumanoir? On en a déjà un peu parlé, c'est toute cette partie perso, ciblage marketing. C'est aussi utiliser DataIQ pour justement aller récupérer des nouveaux scores. Parce qu'on a, dans le Big Data aujourd'hui, dans notre outil, on a 250 agrégats clients. Donc on qualifie jusqu'à 250 agrégats. L'idée, c'est d'en trouver d'autres, peut-être un peu moins traditionnels. Et justement, ces outils-là vont nous permettre d'avoir cette souplesse d'analyse. L'outil Adobe Campaign, c'est un outil qu'on connaissait déjà. Donc là, on a aussi... on avait besoin de cet aspect dont on parlait multimarque est important. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, un client qui vient acheter dans un magasin multistore Vibes, il va acheter du cache-cache et du bonobo. Donc on doit être en capacité effectivement de faire cette analyse assez finement et c'était quelque chose qu'on n'était pas en mesure de faire. Maintenant, aujourd'hui, on peut parler au nom de la marque Vibes parce que c'est l'enseigne qui vient collecter l'information client et au sein de cette entité Vibes, on est en mesure de bien connaître son appétence produit dans chaque marque. Donc ça, c'était une nouveauté aussi qu'on n'avait pas avant. Et puis voilà, c'était avec nos partenaires aussi Advalo de pouvoir faire l'analyse de toutes les données de navigation web pour justement
en recos produits avec les achats qui ont été effectués en magasin et la navigation web, d'être en mesure de nous faire des recos produits, pouvoir pousser aux clients des recommandations produits. Donc ça peut être sur de l'email, ça peut être aussi sur des pubs Facebook. Donc voilà, toutes les applications. Après, c'est les choses traditionnelles, hein, c'est en un chèque de feed, votre chèque de fidélité va expirer dans 7 jours. Donc il y a voilà, des triggers qui tournent, qui sont automatisés pour envoyer tous ces messages, les dates d'anniversaire, etc. Donc il y a toutes ces fonctionnalités-là. Tu as donné tout à l'heure quelques indications de volume. Est-ce que tu peux y revenir sur les volumes de campagnes que vous gérez en termes de mails, nombre de campagnes, et après comment ça se traduit en termes de mails, d'SMS? Dans le détail par jour, je ne saurais pas forcément y répondre. Je sais par contre on est très très fort, parce qu'on peut envoyer plus d'1 million de SMS par heure, ce qui est une belle perf. 100 millions de SMS par an du coup. Après l'idée c'est aussi avec ce projet-là, c'est donc avec cette notion d'hyperpersonnalisation, c'est d'être un peu moins agressif dans le ciblage, donc de cibler moins large, de cibler moins mais plus efficacement. Donc effectivement ça va être aussi un des enjeux des prochains jours, des prochaines semaines, c'est d'essayer de gérer un peu mieux cette pression commerciale. D'être en mesure d'analyser est-ce que la cliente, si on lui envoie une communication, est-ce que ça va avoir un effet négatif ou un effet positif. Donc, on avait tendance par le passé à être un peu agressif et dire en gros si on veut du chiffre il faut envoyer un maximum. Et là on essaie d'y travailler. Est-ce que la direction générale a encore un peu cette vision, il faut arroser un maximum. Là l'idée c'est quand même de revenir avec un peu plus d'efficacité, cibler moins mais cibler mieux. Vous êtes un des plus gros envoyeurs d'SMS aujourd'hui privés de France, je pense. On peut faire mieux encore. On peut faire mieux. Vous allez réduire. On parle toujours hyper personnalisation. Là, on a parlé du parcours digital. Tout à l'heure, on en a déjà parlé. Vous avez un réseau client, un réseau magasin très implanté, en France notamment. Comment vous profitez de ces données en magasin et de cette hyper personnalisation dans votre accueil client physique? Ouais. Alors, effectivement, donc on est venu cette personnalisation sur l'aspect CRM. Et donc la frustration, c'est de se dire comment on va faire dans l'acte d'achat, parce qu'effectivement, la ciblage, c'est marketing, c'est de se dire vous avez acheté ou vous n'avez pas encore acheté, voici ce qu'on vous propose. Donc du coup, ça va possiblement driver vers un magasin ou vers un site e-commerce. Là, l'objectif, c'est de se dire la personne, elle est déjà sur le site e-commerce, on ne lui a pas envoyé une notification, comment on va pouvoir personnaliser en fait sa navigation. Aujourd'hui, on connaît très bien le client. Quand il se connecte, on sait qui c'est. Donc l'objectif, c'est plutôt d'avoir un homepage qui est générique à tout le monde, c'est d'aller pouvoir proposer du contenu spécifique sur des produits qui vont plaire à la cliente. En fait. Donc c'est ça ce vers quoi en fait on tend. Et l'autre objectif, c'est aussi en magasin, c'est de se dire aujourd'hui en magasin, quand on reconnaît la cliente, c'est une fois qu'elle a fini son panier, qu'elle est en caisse. Et c'est là qu'on connaît, on lui dit, bon, bah, vous avez votre chèque de fidélité, vous avez une promotion. Donc l'acte d'achat, en fait, est déjà effectué. La promotion, c'est une opportunité pour la cliente, pour nous, pas tant que ça, finalement, si elle n'était pas au courant. Donc l'idée, c'est d'amener en fait, la mobilité en magasin, avec soit des caisses mobiles, soit du clienteling, pour aller très tôt, en fait, reconnaître la cliente dans le magasin. Donc aujourd'hui, en France, c'est pas possible de faire de la visio-reconnaissance, mais dans certains pays, c'est possible. Donc là, l'idée, un peu plus simplement, c'est d'aller, au fait, à la rencontre de la cliente avec une tablette, lui demander son nom, prénom, son code postal, et effectivement, au sein même de son parcours d'achat, lui dire, vous savez, vous avez une promotion sur tel produit, vous avez votre chèque de feed qui va expirer. Donc c'est d'amener cette connaissance client, de l'amener très tôt dans le parcours d'achat, même en magasin, une fois la cliente rendue au magasin. Pour rappel, vous connaissez 80% de vos clientes, c'est-à-dire 80% de vos clientes sont identifiées. Et puis autre élément important, sur les 10 millions de clients, en fait, ça représente 50% des femmes entre 15 et 65 ans. Françaises. Françaises, bien sûr, oui, bien sûr. Vous commencez à mesurer, on peut commencer au bout de 6 mois d'utilisation de cette plateforme, on peut parler ROI. Vous avez commencé à avoir des retombées en fait et à voir l'efficacité de cette utilisation. Et, notamment, tu m'as parlé ce que vous appelez le CA additionnel. Oui. Effectivement, alors un des moyens de mesure de l'impact de la mise en œuvre du projet, effectivement, donc il y a la mise en place quand on fait du CRM, la mise en place de populations qui sont dites blanches et populations témoins pour avoir en fait des moyens de comparaison. En fait, ce qu'on vient comparer, c'est les clientes qu'on va cibler versus les clientes qu'on n'aura pas ciblées. Donc on le fait à la campagne, mais on le fait aussi au sein même d'une saison. Et effectivement, c'est ce qu'on va appeler en fait le chiffre additionnel généré par le CRM. Et sur l'analyse de cette saison qui vient de s'écouler PE19,
en fait, on a fait plus 30% de chiffre d'affaires additionnel, donc ce qui est assez positif. Alors nous, on le prend tant que tel pour marketer un peu le projet en interne. Après, il y a peut-être aussi d'autres explications à aller chercher au niveau de la collection. Peut-être qu'effectivement, il ne faut pas le prendre, enfin, comme l'a donné, il ne faut pas le prendre tel quel. Parce qu'effectivement, plus la collection est meilleure, moins on a besoin de faire du market, de CRM. Donc, bon, en tout cas, c'est très très positif. Et effectivement, on voit déjà après 6 mois des retombées très, très positives. Donc, chaque campagne est plus efficace aujourd'hui qu'il Ouais. y a un an, quoi. Et on espère que l'explication, elle est par notre efficacité dans notre ciblage et pas parce qu'effectivement, on a un problème sur la collection. Donc là, on est à la première étape de votre projet et de votre démarche data-centrique, data client-centrique. 2020, vos projets 2020, les futures étapes? Alors, bon, déjà, aller peut-être un peu plus vite, peut-être plus près. Aujourd'hui, on a les données de la veille, peut-être être à exclure les clients qui ont acheté dans l'heure, pourquoi pas. Donc, essayer d'être beaucoup plus réactif. C'est d'utiliser un maximum notre outil là, donc on a une équipe connaissance client là, qui va s'affairer à utiliser un maximum notre outil de connaissance data mining pour essayer d'aller trouver des nouveaux scores, des nouveaux méthodes de calcul. Et puis c'est déjà stabiliser. On a eu 6 mois un petit peu compliqués de stabilisation. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est stable. Mais voilà, c'est la mise en œuvre de tous nos tests qu'on fait en magasin sur la partie e-commerce. Donc rapidement, ça va être ça. Et puis pourquoi pas aussi, on a l'ambition que le service client aussi avec cet outil devienne aussi, pourquoi pas, un centre de profit en pouvant créer des paniers pour la cliente au téléphone. Donc voilà, l'idée effectivement, c'est d'aller créer de la valeur un peu avec cette plateforme. Vous avez un objectif de taux de personnalisation de vos campagnes à venir? Ce que je disais, première étape c'est 10%, après 20%. Et puis l'idée, en fait, à terme, on doit être capable de faire 100% des diffusions qui soient personnalisées pour être plus efficace, moins de pression et beaucoup plus impactant, quoi. Et puis c'est une économie de coût. Tu sais qu'on était le premier envoyeur des SMS. Effectivement, ça coûte quand même de l'argent. Très bien. Merci Jérémy. Il nous reste 5 minutes pour finir cette conférence. On peut peut-être s'adresser au public pour savoir si vous avez des questions. On a dû être très très efficace, très clair. C'est toujours la première question. Fort. Oui. Est-ce que les informations que vous récoltez ainsi, elles peuvent même remonter jusqu'à la conception des collections? C'est-à-dire, est-ce qu'elles peuvent être utilisées, vous imaginez qu'elles puissent être utilisées jusqu'à la conception des créations afin de concevoir des produits qui... Effectivement, une des étapes, c'est qu'aujourd'hui, on a une info produit qui est assez générique. C'est d'aller récupérer tout le détail du produit. Donc, c'est-à-dire, on a un zip doré sur ce produit, on a effectivement des petits boutons. C'est de pouvoir effectivement faire une comparaison des points communs en fait sur ces produits et effectivement pouvoir aider la partie création de produits en disant voilà, ce produit a été très efficace. Alors après, effectivement, c'est à eux de dire si c'est le zip ou le bouton doré. Mais effectivement, l'idée, c'est de venir encore enrichir la qualité de l'information qu'on a dans notre big data. Un de vos objectifs, alors qui est pour l'instant, on va dire, en innovation en lab, c'est en prenant la photo d'un produit, d'en sortir également toutes ses caractéristiques. Tu parlais de zip, de taille, de couleur, de nature du textile. Ouais, bon après, en fait, dans la conception du produit, on a tous ces détails déjà, mais sur des informations de produits qui ne sont pas les nôtres, ou si on n'a pas effectivement le code EN, ça pourrait permettre de récupérer cette information-là. Mais on a déjà en fait très détaillé dans d'autres outils, en fait, cette information, la description du produit très détaillée. Ouais, ça fait partie des choses qui sont analysées. Alors, je ne sais pas si Pierre il peut répondre à la question. C'est ce que tu as 17-18% de taux d'ouverture en non personnalisé sur les emails. Ok. Plus 5 sur les taux d'ouverture sur les personnalisés. Donc ça, c'est toutes les infos qu'on récupère aussi dans la base Big Data. C'est taux d'ouverture, c'est taux de clic. Il y a les tracking aussi dans les liens pour savoir en fait quel lien a été ouvert. C'est des choses qui sont analysées. Merci Pierre. Fort. On peut monter jusqu'à 40% de taux d'ouverture. Après, ça dépend aussi de la période. Si Black Friday, c'est même pas la peine.
l'impact. Pardon. Donc ma question, c'était, vous avez indiqué avoir un impact sur le panier moyen. Quel est l'impact aujourd'hui sur la fidélisation de vos clients? Alors l'impact sur la fidélisation, je ne saurais pas répondre. On constate qu'on a un point valeur client qui est en augmentation. C'est-à-dire que le client aujourd'hui fait un... Alors je ne peux pas donner les chiffres, mais je les connais, mais on m'a dit de ne pas le dire. C'est en augmentation, mais après sur la fidélisation, oui, en fait c'est ce qu'on suit. On a en fait les clientes qui sont actifs et c'est un peu le taux de recrutement des clientes. Donc en fait on a dans l'ensemble des clients assez fidèles, mais après je ne sais pas quelle était la question. Est-ce que vous constatez des réachats plus réguliers ou est-ce que vous avez des métriques en particulier? Après en fait ce qui est compliqué c'est qu'il y a un contexte global aussi qui a beaucoup changé, un nouveau programme de fidélité sur lequel on a beaucoup adressé, donc c'est vrai que c'est compliqué de l'extrapoler en se disant est-ce que c'est lié au projet en tant que tel ou est-ce que c'est lié à d'autres... Merci. Bonjour. Alors plus en termes d'organisation RH, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour ce projet? Est-ce qu'il y a une organisation spécifique qui la pilote Effectivement, du coup, sur 18 mois, on a quasiment eu, presque en interne 10 ETP quasiment, répartis à chaque fois il y avait plusieurs projets. Donc il y avait un projet MDM client, donc référentiel unique client. Donc on avait comme ça 5-6 projets au sein même de ce qu'on avait appelé programme Bidata. Et donc on avait à chaque fois un binôme DSI, équipe projet et équipe plutôt métier liée à la data. Donc en termes d'orga, ouais, ça a été assez lourd, mais ce que je disais, c'est vraiment l'implication de ces deux directions. Il y a eu pas mal, même au sein du projet Turnover, mais à chaque fois on a réussi à réimpliquer des nouvelles personnes. Et après la difficulté du projet, c'était on n'avait pas la possibilité de faire ce qu'on appelle les cycles en V ou des itérations. On a été obligé de le déployer en Big Bang, donc ce qui a complexifié beaucoup le moindre petit retard, ça faisait en fait glisser le planning. Donc dans l'idée, c'était voilà, sur la partie conception, quasi temps plein avec les équipes métiers. Et après, sur la partie recette, on a réduit un petit peu les taux de charge de l'équipe métier. Bonjour. Est-ce que au-delà des données d'achat que vous pouvez avoir pour le moment et puis donc de l'utiliser pour de l'envoi SMS ou d'email, vous commencez à travailler sur les données morphologiques pour améliorer votre gestion des stocks par exemple et envoyer les meilleurs produits? Alors morpho pas trop. À un moment donné, on avait une application, on a eu un Click and Dress là, qui était partenaire, qui permettait effectivement à la cliente elle-même de donner ses critères de morpho. Et en fait, c'était cette application-là qui permettait de faire des recoproduits. Nous, en interne, cette compétence, on a arrêté de travailler avec cette société-là. En interne, nous, on ne l'utilise pas, parce qu'en fait, c'est des données qui sont un petit peu compliquées à collecter. Donc aujourd'hui, non, on l'utilise pas trop. Parce que Asos, par exemple, l'utilise et vient nous conseiller avant l'achat sur, effectivement, prenez du XS ou du S par rapport à cette marque ou cette marque. Bon, avec ce partenaire qu'on avait, on n'a pas forcément... Après, c'est peut-être ce contexte d'intégration, mais en tout cas, on n'a pas forcément été... On n'a pas poussé plus loin le test. Mais on y reviendra peut-être. Hein. Ouais, ça fait partie des pistes, effectivement. Les tendances qu'on peut avoir sur les tendances Insta, les données météo, pourquoi pas. Après, c'est plutôt la capacité en interne de retraiter la donnée. Les outils sont faits pour ça, pour accélérer. Après, effectivement, on se concentre sur les données qu'on a déjà, mais oui, l'idée, c'est ça, c'est d'aller récupérer de la donnée, l'open data, les tendances Insta. Alors après, le problème sur certains réseaux, c'est qu'on a les données en API, et puis du jour au lendemain, ils arrêtent tout, on n'a plus les infos. Donc il ne faut pas qu'on dépende trop de ces informations-là, mais oui, l'objectif, c'est de récupérer un maximum de données. Avec Advalo, vous récupérez déjà des données extérieures. Oui, bien sûr. Effectivement, les données de navigation. Après, il faut pouvoir les traiter aussi en interne, toutes les données. Il est 11h15.
Merci à... Il y avait une dernière question, je suis sûr, elle est intéressante. Oui, juste une dernière. Est-ce que vous rencontrez aussi des limites en temps d'exécution des traitements ou en... On n'a plus le temps pour la question. On n'a plus le temps. Je peux y répondre. Alors, aujourd'hui, comme on le disait, on a 500 traitements qui passent quotidiennement. Donc, la limite qu'on a, c'est le J+1. C'est-à-dire que les données, les traitements passent la nuit. Voilà, donc, les données de 17h sont à dispo à 9h. L'objectif, c'est de faire du temps réel. Donc, aujourd'hui, oui, on a cette limite-là. De 500 traitements, on gère je ne sais plus combien de téras de données différentes. Donc voilà, on rencontre cette limite-là. Ouais, voilà, en fonction des 30 à 60 téras de données qui sont traitées quotidiennement. Donc ouais, la limite, c'est la nuit pour l'instant. Mais du coup, le modèle Big Data permet justement d'être scalable et permet d'augmenter. Merci à vous. Et vous pouvez nous retrouver...